bienvenue sur mon émission Le Monde de Julie sur Artop TV. Aujourd'hui, je reçois plusieurs invités qui vont se présenter. Voilà. Alors, on commence par toi, Marion? Eh ben bonsoir, bonsoir Julie, bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, je travaille dans les médias, j'ai une chaîne YouTube et voilà, que dire de plus? 25 ans et voilà, ravi d'être là. Ensuite, c'est au tour de Assa. Bonjour à tous, merci d'ailleurs pour l'invitation. Je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de santé mentale. Moi, je suis psychothérapeute, j'exerce en profession libérale sur la commune de Saint-Denis et je suis avec vous aujourd'hui pour parler de santé mentale. D'accord, bah bienvenue Assa à toi. Merci. Et également, nous recevons Mohamed. Oui, bonjour, enchanté de m'accueillir parmi vous dans votre émission, Julie, et d'être là parmi vous dans les locaux d'Artop. Si j'en m'entends, enfin, j'ai été invité par Alibi. Voilà, moi je suis là pour une demande que je me présente à vous et aux nombreux auditeurs et spectateurs qui vous suivent. Parce que voilà, ils trouvent que mon travail est remarquable. J'ai réalisé en fait un moyen métrage qui parle de l'handicap. Et à l'heure actuelle, j'ai plus de 180 prix dans le monde à l'international. Voilà. D'accord, bah bienvenue à toi, Mohamed. Merci. Alors, moi aujourd'hui, j'ai une question à vous poser à tous les deux. Et c'est une question qui m'intéresse et qui va intéresser, je pense, nos spectateurs. C'est le rôle de la psychologie dans les scénarios. Voilà. Alors, Mohamed, quand tu écris un scénario, quand tu réalises un scénario, euh, comment tu établis les profils de tes personnages? Alors, moi, je suis quelqu'un qui est assez plongé dans l'émotionnel. Pourquoi? Parce que voilà, je suis quelqu'un qui a besoin de contact humain, besoin de rencontrer les gens, besoin de se rapprocher d'eux, et surtout pour, euh, pour être au mieux de trouver un personnage. J'essaie de ressentir ce qu'il peut me proposer, d'une part. Par rapport au scénario, je vais adapter par rapport à l'environnement, les conditions et surtout par rapport à la mise en scène. Là, le comédien, comment je dois le diriger pour avoir la meilleure perception que moi, émotionnellement, comme je vous ai tout à l'heure, comment je ressens le personnage évoluer, que ça soit dans une douleur, ou une détresse, ou dans une joie. Le corps, il s'exprime aussi également, il joue avec ça. On a le langage corporel, et c'est aussi un indicateur pour un acteur, pour un comédien, ou même en tant que personne lambda sans avoir étudié le théâtre ou faire de la comédie. Quand on est en colère, on a des changements d'humeur et d'attitude qui se provoquent. Et c'est l'émotion, c'est l'émotion, tout ce qui va graviter autour de nous. Ça va être soit des curseurs qui vont augmenter une certaine tension ou une certaine absorption de cette émotion. Assa, Mhm. est-ce que tu veux intervenir sur ce que Mohamed vient de dire? Mais c'est super pertinent parce qu'en fait, je suis pas dans le domaine, hein. Mhm. Et j'aspire à comprendre, à identifier ce qu'il dit. Et ce que je perçois dans ce qu'il dit, c'est qu'il se dit, moi, à ça, en tant que spectatrice de cette scène, je dois être impactée émotionnellement. Et donc, ce que je comprends, c'est que lui va vraiment aller creuser le profil de l'acteur pour ainsi mettre en lumière, de par peut-être sa personnalité, son expérience de vie, peut-être même ses traumas, mettre en lumière la scène avec plein de d'outils qui lui seront offerts à ce moment-là pour que moi, spectatrice, je puisse être bah, envahi émotionnellement, emporté par la scène, emporté par la situation. Et il faut savoir qu'en plus, c'est super pertinent ce que tu es en train de dire, parce que en santé mentale, vous savez qu'il y a la psychologie, la psychothérapie, et dans la psychothérapie, vous avez une thérapie qui porte le nom de la cinémathérapie. Cette cinémathérapie, elle consiste tout simplement à accompagner la personne en détresse émotionnellement, à s'identifier à un personnage dans le film, soit pour l'attirer,
pour l'extraire d'une situation donnée, ou en tout cas le déclencheur de son mal-être, pour qu'il puisse avoir peut-être des outils, des réponses, de par l'identification, la compréhension de sa situation, éveiller une émotion en lui, donc du coup un sentiment de mieux-être, ou en tout cas un sentiment de ah, ça m'inspire, je me reconnais, je me sens, je m'identifie. Ouais, Ouais, qui ouais, s'identifie, voilà. qui se rattache peut-être à quelque chose au Ouais, final. Ça tisse un lien. voilà, ça tisse un lien. Et en termes dans le cadre, pour moi, c'est comme si on lui donnait une sécurité. Parce que c'est comme un enfant. Quand on va le ramener la première fois à l'école, dès que les parents le lâchent dans la fosse, l'enfant, il a perdu tous ses repères. Et la première personne à qui va s'identifier l'enfant, ça va être à la maîtresse. Ça va être la metteur en scène de la classe, c'est elle qui va donner le cadre à tous les élèves. Et l'enfant, une fois même s'il est perdu, une fois qu'il a une personne qui a une certaine autorité, qui lui fait penser à ses parents, il va s'accrocher à ça et il va suivre le fil. Mohamed, si je peux me permettre de réinteragir un peu sur ton parcours, tu es donc réalisateur. Est-ce que tu es autodidacte ou est-ce que tu as suivi des cours pour l'être? Ah, voilà. La grande question, c'est, il y a toujours une part d'autodidacte, mais effectivement, j'ai suivi une formation de comédien. D'accord. Pourquoi? Parce que à l'époque, on était précurseurs. J'étais le cofondateur de Cram et Craché. Je sais pas s'il y en a qui ils ont connu. Ça date de 2009 à 2013. On était un peu partout en France. On faisait des pranks, des caméras cachées de la banlieue. Et par rapport à ça, je me suis dit, bah vas-y, je vais m'inscrire et prendre des cours pour comprendre c'est quoi un comédien et quelles sont les limites entre la comédie et l'acteur. La comédie, bah voilà, il y a une certaine, un côté théâtral, on va mettre une certaine mise en scène, mais tandis que l'acteur, c'est quelque chose qui va être gravé par rapport à la caméra. La comédie, elle va aller plus sur le théâtre en ayant un public et s'offrir au public, tandis que le cinéma, ça va être un travail d'orfèvre au millimètre pour que le réalisateur puisse guider et accompagner l'acteur. Sauf que des fois, il y a des acteurs, ils ont dépassé encore des réalisateurs parce que ils ont compris que l'image et leur corps, je disais tout à l'heure, précédemment, émotionnellement, ils ont réussi à captiver et à donner, à transmettre une certaine énergie. Pour moi, le meilleur guide de ce côté-là, ça peut être Louis de Funès. Il a construit son personnage au fil de grosses galères, au fil de grosses détresses, et il s'est réfugié dans la comédie. Et le seul film qu'il a réalisé, c'est triste, c'est la- euh, c'est l'Avare de Molière. Mhm. Et ça montre aussi à quel point son attachement envers cette comédie et aussi quand on parle d'Avare, que le monde du théâtre, le monde des médias, le monde du spectacle est aussi gravité par l'argent et cette lumière-là pour pouvoir briller et faire monter en tension et en osmose les gens, tout le monde cherche à se la procurer. Mhm. Et voilà, j'ai voulu prendre cette référence. Lutinès, c'est pas anodin, parce que moi, dans les années 80, ou même quand je regardais pas encore, je m'identifiais pas à devenir un acteur ou être un réalisateur. C'était une personne que je trouvais que j'avais une certaine, voilà, c'était quelqu'un d'attachant, ce côté de partir dans des émotions folles en rigolant, en Mhm. se tirant le nez pour faire. Mhm. Un petit côté Je crois qu'il a théâtre. marqué tout le monde, ce Ouais. monsieur. Ouais. Il a marqué la Voilà, génération de voilà, nos parents, voilà, notre génération. voilà. Ah mais quand je t'entends parler, tu vois, on sent le côté comédien, on sent qu'il y a un côté théâtral, hein. On le sent. Il- pour moi, enfin, pour moi, le théâtre, la comédie et le cinéma, c'est trois choses qui sont distinctes. Pour, Parfaitement, oui. pour moi, le théâtre, pourquoi il faut connaître ces classiques? Déjà, dans le sens connaître Molière, ou bien Corneille, ou bien Shakespeare, ça démontre que, comme quoi qu'il y a des personnes avant nous, ils ont eu aussi la même pensée que nous à des périodes différentes, qu'ils ont traversé aussi des grosses souffrances aussi également, hein, que ça soit la disette, que ça soit les guerres, ou que ça soit même les 30 glorieuses pour certains pour nous dans les temps modernes, on doit s'accrocher également
à ses côtés historiques, parce que ça nous enrichit, mais en même temps, ça nous fait montrer une part d'ombre de la société, qu'il y a aussi des grands hommes, des grands acteurs qui ont été issus de l'immigration. Pour pouvoir être identifiés et être acceptés du public, ils ont dû changer d'identité. Oui, mais je vais revenir sur une dernière chose, après on va écouter Marion. Pardon. En tant que réalisateur, quand tu écris tes scénarios, alors je ne sais pas si tu es réalisateur, scénariste, si tu as plusieurs casquettes, il y a des profils psychologiques, des profils sociaux et des profils environnementaux, si je peux dire, pour écrire un scénario. Quelles règles, Mohamed, toi, tu t'instaures? Moi, par rapport à l'écriture, déjà, c'est mon ami Souleymane Boel qui est scénariste. Il me fait des suggestions de scénarios, il me propose, il me demande ce que j'en pense. Et par rapport à la lecture des scénarios et des personnages qu'il me propose, des fois, je demande de développer certains traits de caractère Mhm, pour pouvoir avoir des propositions par rapport au profil d'acteur que je vais recevoir. mhm, Et surtout, comme on est réalisateur, des fois on a certaines affinités avec des acteurs, des comédiens, ou même mhm. des personnes, on se sent qu'ils ont ce côté-là théâtral pour leur donner le change, pour avoir un profil psychologique qui est contraire par rapport à eux, pour essayer de les découvrir et essayer de chercher des choses, un côté sombre. Si je dois aller dans quelque chose de noir, si je dois aller partir sur un thriller, Mhm. ben, chercher toujours ce côté souffrance. Pourquoi? Parce que pour moi, on doit charger émotionnellement un comédien pour pouvoir comprendre son cheminement, Mhm. qu'est-ce qui l'a mené sur cette situation par rapport au scénario. Un scénario, c'est quelque chose qui est écrit noir sur blanc, mais moi, des fois, je trouve nécessaire d'adapter le scénario par rapport à certains personnages, parce que leur profil, il peut emmener une certaine similitude et surtout une certaine interprétation Mhm. plus réelle et plus concrète par rapport au personnage. D'accord. Voilà, bah c'est déjà beaucoup plus clair. Marion, alors Oui. voilà, on revient vers toi. Parlons un peu de ton profil et de où tu exerces ta profession d'animateur chroniqueur. Eh ben écoute, là pour le moment, alors on va faire un petit parcours école de radio, voilà, Tu as fait une école, qui existe. Alors il y a plusieurs écoles de radio qui existent en France. d'accord? Il y avait le Studec qui a été racheté D'accord. par Igencia, il y a Studio M et là il y a le CMIS aussi qui ouvre là cette année du côté de Caen. Donc moi j'ai fait le Studio École de France, donc le Studec. Par la suite, j'ai eu la chance d'avoir un travail en tant que standardiste, Mhm. Au donc sein au sein de de Radio France. que on salue au Voilà. passage, voilà. Ensuite, par la suite, j'ai ensuite développé un petit peu l'envie de bosser pour moi en fait directement. Donc j'ai monté ma boîte de prod, je fais des vidéos, je fais des podcasts, je fais aussi ce qu'on appelle des voice tracks. Donc en fait les voice tracks c'est en fait des émissions radio enregistrées qu'on livre à d'autres radios D'accord. et c'est principalement ça. Et je continue à faire derrière aussi un peu de standard et des remplacements en tant qu'animateur. D'accord. Et ça fait longtemps que tu exerces au sein de France Bleu? Alors, ça s'appelle plus France Bleu. Aujourd'hui, ça s'appelle Ici, dû à la fusion avec France Bleu et France 3. Et du coup, ça fait 5 ans. 5 ans avec une petite Il faut pause. que tu remettes le casque parce qu'on va pas bien t'entendre sinon. Ah bon? Oui. Moi, ça me dérange, mais bon. Euh, je sais plus ce que je voulais dire. France, Oui, France Bleu et France Ici, 3, qui a voilà, il y a eu fusionné, fusion. Ils sont rattachés. Voilà, ils sont attachés, dû à la fusion pour vraiment caractériser le côté local. Et ça fait du coup depuis 2020, j'ai eu une pause Mhm. d'1 an et demi où j'ai travaillé à Disney. Puis je suis revenu. Voilà. D'accord. Très bien. À ça, on va revenir à toi et surtout à ton parcours d'études en tant que psychologue, parce que oui, pour être psychologue, il faut faire plusieurs années d'études. On t'écoute. alors, pour être psychologue, c'est très simple, il faut un master. Mhm. Minimum.
d'accord, pour pouvoir exercer ici en France. Qui dit master dit forcément licence sur 3 ans. Et sur ces 5 ans, du coup, on peut avoir plusieurs orientations. Parce qu'au final, le master, c'est pas qu'un master en psychologie. Ça peut être un master en psychologie sociale, ça peut être un master en psychologie du travail, ça peut être un master en psychologie clinique ou de la psychologie cognitive, et ce qui est mon cas. Et la psychologie cognitive, elle se concentre sur l'accompagnement déjà des individus, bien évidemment. Mais la cognition, c'est tout ce qui est concentration, mémoire, attention et surtout émotion. Et c'est là où moi j'interviens le plus parce que l'émotion, c'est le moteur de mon travail. Quand elles sont positives, les patients le vivent très bien à l'extérieur, et quand elles deviennent douloureuses, lourdes, incompréhensibles et sous forme de bagages, bah du coup là ils vont demander de l'aide pour pouvoir être accompagnés sur le traitement de leurs émotions douloureuses. Il faut savoir que ces émotions douloureuses peuvent interférer énormément, bien plus qu'on ne peut l'imaginer, sur le physique, parce que la santé mentale, on en parle assez souvent, régulièrement, mais j'ai l'impression que beaucoup n'ont pas réellement saisi ce que c'est et ce que ça veut dire. Il faut identifier la santé mentale comme étant un élément clé qui est rattaché et qui ne se détache pas du tout de la santé physique. Et c'est deux éléments qui vont ensemble. Sauf que la santé mentale, elle est moins palpable et la santé physique est beaucoup plus palpable. Et quand on a des souffrances sur la santé physique, elles peuvent interférer sur la santé mentale et vice-versa. Et le vice-versa, il est très important parce qu'il y a beaucoup de souffrances physiologiques qui s'expliquent par la santé mentale qui n'a pas été prise en charge ou traitée en tout cas. D'accord. Si je peux me permettre de revenir sur ton parcours et ta façon de voir la psychanalyse, la psychothérapie, tout ce qui concerne les troubles comportementaux humains, j'aimerais interagir sur une chose. Comme on en parlait tout à l'heure avant de démarrer l'émission, un psychologue, tu me disais, n'a pas le droit de donner de traitement, hein. Mais bien sûr. Alors, un psychologue a fait, comme on vient de l'évoquer là, un cursus universitaire, d'accord? Ça lui donne la capacité de pouvoir étudier le comportement humain, accompagner sur les différents besoins des patients, d'accord? Une personne qui prescrit, c'est une personne qui a fait l'étude, comment dirais-je, qui a fait des études de médecine et qui a travaillé autour des molécules, des traitements, de plein d'autres aspects de je ne maîtrise pas du tout. Donc je vais pas m'aventurer dessus, mais c'est un médecin qui a fait 7 ans d'études de médecine et qui ensuite, au bout des 7 ans, a choisi une spécialisation. Parce que vous savez qu'en médecine, il y a la spécialisation de la gynécologie, il y a la psychiatrie, il y a le cardiologue, il y a plein d'autres spécialités, voyez-vous. Et au bout de ces 7 ans, donc il a choisi l'orientation de la psychiatrie et ça lui donne la capacité de pouvoir accompagner émotionnellement bien évidemment, mais aussi par le biais de faire des ordonnances, des arrêts de travail, des certificats médicaux et accompagner aussi les patients à remplir les dossiers type MDPH pour faire valoir un état de santé concret, pour faire valoir les droits du patient. Pour pardon, excuse-moi de t'avoir interrompu, un psychiatre ou un généraliste éventuellement, ou un médecin agréé par la CPM pour remplir ce document. Voilà, dans tous les cas, c'est un médecin. Et vous l'avez bien compris, qu'un psychologue n'a pas du tout accès à ce savoir-faire, à ses compétences. On n'est pas habilité à faire ça. Et c'est d'ailleurs pas notre travail et c'est pas ce que l'on souhaite faire. D'accord. En tout cas, me concernant. Donc un psychologue, si j'ai bien compris, n'est pas habilité à remplir ce type de document. Non. D'accord. J'ai aussi une autre question pour toi, moi qui m'intéresse aux neurosciences. J'ai pu lire dans certains ouvrages, parce que quand je m'ennuie, je vais à la bibliothèque, que les neurosciences sont rattachées à la psychiatrie et vice-versa, mais pas pour toutes les pathologies. Alors, ma question aussi du jour, c'est est-ce que toi, en tant que psychologue, tu as des patients, par exemple, souffrant d'AVC, de maladie de Parkinson, de sclérose en plaques, de démence de Lewy, de maladie de Charcot, qui viennent te voir ou tu te déplaces pour les voir chez eux? Alors, moi, je fais des consultations seulement au cabinet. Les patients prennent rendez-vous sur mon site de réservation et ils se présentent au cabinet. Au cas échéant, s'ils ne se présentent pas, ils font la même procédure, mais commandent une téléconsultation. D'accord? Et ça, c'est depuis le Covid où ça s'est vraiment vulgarisé.
On fait beaucoup plus souvent des téléconsultations. Après, il faut savoir que dans la santé mentale et la santé physique, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a très souvent des liens. Que ce soit AVC et toutes les pathologies, toutes les maladies que tu viens de citer là, Julie, bien évidemment qu'un patient peut avoir accès à cette prise en charge psychologique, soit pour une meilleure compréhension de sa pathologie. Quand j'ai meilleure compréhension, c'est comment cette pathologie s'exprime dans son corps, quels sont les besoins, et ce professionnel de santé peut l'accompagner concrètement à mettre des mots sur la manière dont sa pathologie s'exprime, les besoins qui se cachent derrière, quelles sont les alternatives qu'il peut mettre en place pour estomper et non pas supprimer les douleurs ou les manifestations physiologiques ou émotionnelles qui peuvent être liées à ça. Et vous pourrez l'observer, hein, quelle que soit l'unité de prise en charge dans un hôpital, vous allez toujours avoir un psychologue, que ce soit en cancérologie, que ce soit partout ailleurs, même en maternité, vous allez toujours avoir la psychologue qui pourra accompagner les patients face à l'épreuve ou la situation qu'ils traversent concrètement. Donc c'est concrètement entrelié, et c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Aussi, je voulais interagir sur une chose avec toi. Quand un patient vient à ton cabinet, comment tu interagis avec lui? Comment s'effectue sa prise en charge? Alors, toutes les prises en charge ne sont pas les mêmes, parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a une procédure de réservation. Le patient se présente au cabinet, je l'accueille, et dans cet accueil, j'essaie vraiment d'être dans une démarche chaleureuse et bienveillante, parce que la démarche, elle n'est pas très simple pour tout le monde. Elle n'est pas aussi facile que ça de sortir de son environnement, de sortir de son quotidien, aller voir une tierce personne qu'on ne connaît pas du tout et de lui livrer des choses assez lourdes. Donc il faut vraiment accueillir ce patient avec beaucoup. J'essaye de le faire de manière particulière, en l'accompagnant à s'installer, en lui proposant quelque chose à boire, en lui demandant comment il se sent aujourd'hui, comment s'est passé le trajet. À la suite de ça, je m'installe avec lui, je remplis une fiche de renseignement qui me permet concrètement d'identifier à peu près son profil, nom, prénom, d'où il vient, ses origines, parce que l'aspect interculturel interfère énormément sur la santé mentale, hein. D'où il vient, son âge, le nombre d'enfants, son domaine d'activité, est-ce qu'il a déjà des antécédents psychologiques, tout ça, ça me permet déjà d'identifier qui j'ai à peu près en face de moi. Ça ne dit pas tout, mais ça me dit à peu près qui j'ai en face de moi. Et à la suite de ça, je lui pose l'ultime question: que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Et là, c'est la boîte de Pandore. Il y en a qui viennent en sachant pourquoi ils sont là, il y en a qui viennent parce qu'ils ont déjà fait des autodiagnostics grâce à ChatGPT, grâce aux réseaux sociaux et autres. Il y en a qui viennent en ne sachant pas pourquoi ils sont là, il y en a qui viennent en sachant à peu près ce pourquoi ils sont là, mais ils veulent des réponses, ils veulent être éclaircis sur leur situation, sur leur état émotionnel. Il y en a qui savent même pas pourquoi ils sont là et ils le disent clairement: ah ça, je suis là, si devant vous, j'ai rien à vous dire, je ne sais pas pourquoi je suis là. Donc bien évidemment, en ayant ces différents profils et ces différentes demandes, on est obligé, nous, en tant que professionnels, d'adapter notre prise en charge en fonction d'eux. Et au fur et à mesure de l'analyse, le but va être de comprendre ce qui se passe actuellement et le déclencheur de ce qui se passe actuellement. Et à la suite de ça, à la fin de la consultation, dresser un plan de traitement thérapeutique qui permettra au patient de ressortir du cabinet en comprenant déjà ce qui se passe, mais aussi ce dont il a réellement besoin et ce qu'il devrait mettre en place. Et je dis bien ce qu'il devrait mettre en place, parce que c'est sous volontariat et on ne force jamais personne à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Donc voilà. D'ailleurs, et ça, je le répéterai jamais assez, on ne peut pas accompagner quelqu'un qui ne souhaite pas. J'ai souvent des patientes qui prennent contact avec moi et qui me demandent: ah ça, mon conjoint X, il a ça, qu'est-ce que tu en penses? Ou à ça, mon fils XYZ, qu'est-ce que tu en penses? Ou ma sœur, ceci, cela, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je devrais faire ceci ou cela? On ne peut pas traiter quelqu'un qui ne souhaite pas. La thérapie est une démarche personnelle qui mérite une attention particulière et qui du coup mobilise tellement émotionnellement qu'elle mérite concrètement d'être amenée par le patient de manière volontaire. On ne peut pas forcer quelqu'un à traiter quelque chose dans lequel il se sent plutôt bien.
Et elle est là la vraie problématique aujourd'hui, parce que les gens ont une vision concrète du sujet et ils veulent accompagner le sujet dans cette vision-là. Mais oui, toi tu vois comme ça, est-ce qu'il voit la même chose que toi? Est-ce qu'il a les mêmes besoins que toi? Qu'est-ce que tu attends? On devrait plutôt te poser la question à toi. Pourquoi tu as tant besoin de l'accompagner sur ce volet de sa vie? Quel est le transfert qui existe actuellement? Hmm. Ah, Ouais. donc voilà. Pour rappel, pour tous les spectateurs qui nous suivent, ce n'est pas une honte d'aller voir un psychologue. Tous au cours d'un moment de notre vie, on peut avoir recours à ce praticien qui est là pour nous aider et nous écouter et comme l'a dit Assa, nous orienter vers éventuellement les praticiens ou autres conseils à donner. Voilà. Marianne, je me permets de revenir vers toi. Et pour revenir à ce que disait Assa, est-ce qu'au cours de ta vie, ou au cours d'une période professionnelle ou rupture amoureuse, ou même des amis à toi que tu connais ont eu recours à la psychologie? Moi, oui, mais j'étais pas volontaire. D'accord. Voilà, j'étais Waouh. pas du tout volontaire. C'est ma mère qui voulait m'y emmener. Je l'ai fait, mais en fait, c'était juste parce que j'étais en crise d'adolescence. Elle se disait ah c'est parce que ceci, parce que cela. Bon, je vais pas étaler ma vie, évidemment. Mais bah non, en fait, c'était juste j'étais un ado chiant. Voilà, j'étais juste un ado chiant, relou, tout ce que tu veux. Donc non, en fait, moi ça m'a pas servi à grand chose, hein, parce que déjà c'était pas de ma volonté, je vais être très honnête. Après, je sais qu'il y en a qui y vont, ça leur fait du bien, et que justement c'est de leur volonté. Donc là, ça change tout, tu vois. Moi, je sais que moi qui voulais pas y aller juste parce que j'étais un ado chiant et que je savais que j'étais juste dans ma période ado chiant, ça allait pas me servir à grand chose. C'est le passage normal de la vie entre guillemets. Il y a des gens qui vivent plus ou moins bien l'adolescence, la préadolescence. Je l'ai vécu comme je l'ai vécu. Donc voilà. Après, oui, après les psychologues font du bien. Ça, oui, j'ai eu des cas concrets d'amis qui y sont allés pour d'autres raisons que le fait d'être un ado chiant, rupture amoureuse, décès ou que sais-je. Et là, oui, par contre, ça fait du bien. Mohamed, est-ce que tu as eu recours ou tu as eu besoin à un moment donné dans ta vie d'aller voir un psychologue? Non. Moi-même, j'ai déjà été en voir un, hein. Voilà. Si, c'est très courageux de le reconnaître. Bravo à vous, parce qu'aujourd'hui, les gens se cachent beaucoup, Tout à fait. n'osent pas en parler, Ils ou détestent en parler. même quand on Ils leur détestent. recommande, je dis, hein, tu as le courage de dire à ton ami, va voir un médecin généraliste. Pourquoi tu n'oses pas lui dire d'aller voir un professionnel de la santé mentale? Bah non, mais elle va penser que je pense que qu'elle est folle ou autre. Mais non, en fait. Et je trouve ça vraiment courageux de le reconnaître. J'y étais, ça m'a plu, ça m'a pas plu, mais j'y étais et j'ai vu ce que ça m'a apporté. Et toi, Assa, en tant que psychologue, Il a pas répondu à sa question, non, j'ai coupé la pardon. parole. Je sais que moi aussi je suis une dame chiante, donc vas-y, prends ton temps. Non. En fait, Allons-y. sincèrement, oui, j'ai eu recours. J'ai traversé une période très pénible dans ma vie. J'ai perdu ma mère par rapport au Covid. Elle était rentrée au tout début du Covid, au mois de mars. Et le 11 avril, on nous apprend brutalement que notre mère, voilà, n'était plus de ce monde. À partir de là, moi, j'ai traversé une période qui était très, je vais pas dire triste, parce que je me suis retrouvé, voilà, comme si sur le repère que j'avais construit mentalement dans ma vie, c'est-à-dire mon père et ma mère, le socle venait de s'effondrer. Et heureusement, j'étais déjà père, j'avais déjà construit ma famille, mais le fait de voir ma mère nous partir comme ça et de pas la saisir une dernière fois, la toucher, la prendre dans mes bras, je trouvais que, ça va être toujours dans l'émotionnel hein, pour ma part, je trouvais que ça m'a fait un vide de traverser ça. Et après, par rapport au travail, j'étais plus le même homme, dans le sens que j'avais déjà fini mon projet Belle Parole que j'avais présenté à ma mère avant tout le monde. Et c'était la version finale, mais version 1. C'était pas la troisième, parce qu'après on a refait encore des modifications dessus. J'ai eu la chance de lui présenter avant 40 à l'hôpital. Elle a vu ce que j'ai fait, mais ça m'a fait vraiment un vide qu'elle puisse pas voir le succès que ça m'a apporté en tant, voilà, de, de, voilà, de pas partager ça avec elle.
Ça fait que j'ai toujours parlé avec un psychologue, au travail, parce que je commençais à devenir irritable avec mes collègues. Il y avait beaucoup de choses qui m'agaçaient sur leur comportement, leur attitude, parce qu'ils prenaient certaines choses à la légère, faisaient pas attention au cadre et à l'aspect de, de préserver, d'être bienveillant envers leur propre, voilà, ça soit dans le travail ou bien en termes de convivialité avec nos autres. En contexte Et professionnel. tout à fait. Hmm. Je trouvais que il y avait un manque d'humanité. Enfin, pour moi, le Covid a causé ce choc pour moi. Ouais, Et c'est ce pour vide. ça qu'après, j'ai dû consulter pour essayer de me raccrocher à retrouver un socle et après de me C'est reconcentrer très courageux. sur ma famille. Voilà. Bravo. On sent que Mm. c'est encore C'est un sujet frais. sensible. Ouais. On va C'est pas trop, toujours sensible, excuse-moi, Mohamed, hein. Excuse-moi. La perte d'un proche, c'est toujours difficile. Alibi, est-ce que tu as déjà eu recours à un psychologue? D'accord. Après, il faut savoir que tout à l'heure, je pense que je l'ai évoqué, l'aspect interculturel, il interfère énormément sur la santé mentale. C'est qu'il faut savoir qu'aussi sur le continent africain, je pense que vous savez de quoi je parle, c'est pas automatique, c'est pas si facile que ça d'aller voir un professionnel de la santé mentale. On en a hein, des professionnels de notre santé mentale, ça va être les imams, les pasteurs, les prêtres, et parfois même de manière vulgaire, hein, les marabouts du village, les chefs de village. On va pouvoir, on va avoir cette capacité à aller se livrer auprès de ce genre de personnes, ou encore de manière restreinte à l'entourage proche, notamment cousins, cousines, grands frères, le premier garçon de la maison pour avoir des conseils et être accompagné sur la souffrance que l'on travaille. Mais j'attire l'attention assez souvent, enfin, en tout cas j'essaye d'attirer l'attention sur ça. Euh, Parler de ses souffrances à un pasteur, c'est très bien, à son frère, c'est très bien, mais c'est pas une étude scientifique. Quand on parle de dépression, on parle vraiment de quelque chose qui est reconnu dans la société, qui est reconnu dans la santé. C'est une véritable maladie. Un pasteur ne peut pas accompagner sur ce volet-là, un frère non plus. Et le frère peut même renier, voire rejeter cette dépression. Je prends la dépression comme étant un exemple en disant que nous, dans notre communauté noire, nous n'avons pas de dépression. T'es faible. Et faire culpabiliser la victime de par ces mots qui pensent être justes, mais qui sont juste inadaptés à l'individu et à son état émotionnel actuel. Donc oui, c'est très bien de voir un pasteur. L'aspect spirituel, hein, il accompagne énormément et ça, on peut pas le nier. Mais la psychologie, c'est quand même une étude. Tu vois, c'est une étude. Il y a des réponses, il y a des choses qui sont avérées, il y a des travaux qui ont été amenés sur les différents sujets qu'on évoque. Donc, il faut qu'on arrête de négliger ça et qu'on donne, en tout cas, comme héritage à nos enfants. Ah, je le dis, hein, on est la génération sacrifiée. Faut qu'on offre une nouvelle, une nouvelle prise en charge à nos enfants. Faut qu'on les accompagne à se percevoir différemment. Faut qu'on les accompagne à donner une véritable place à la santé mentale, à la confiance en soi, à l'amour de soi, à la manière de prioriser l'autre, à quelle échelle. Vous voyez? Toutes ces choses, toutes ces choses-là, tous ces éléments-là sont des choses pour lesquelles moi-même, à ça, qui suis assis aujourd'hui là avec vous, bah, je les ai pas eues dans mon éducation. Vous voyez? Et je dis pas que c'est un tort, je dis pas que mes parents ont mal fait, ils ont très bien fait, ils ont fait avec ce qu'ils avaient, ce qu'ils savaient, ce qu'ils pensaient juste pour moi. Mais aujourd'hui, de par cette société, la manière dont elle évolue, la manière dont elle nous offre aussi des choses, la manière dont elle nous pousse à consommer, la manière dont la définition de la réussite a changé, nos enfants doivent être armés par la santé mentale. On n'a pas le droit de les laisser grandir comme ça sans cette santé mentale. Je peux me permettre de poser une question? Bien sûr. Est-ce que tu écris des ouvrages ou est-ce que tu réalises des thèses? Peut-être pas encore, peut-être qu'il est trop tôt. Non, pas de thèse. Des ouvrages, il y en a 2 qui sont en cours que je n'arrive pas à terminer de par ma charge de travail, mais je sais qu'un jour j'y arriverai. D'accord? Mais j'ai ma page Facebook sur laquelle je me livre énormément. C'est peut-être pas des ouvrages, mais ce sont des moments que j'offre comme ça, qui parlent parfois de moi ou d'expériences rencontrées dans la journée ou même de manière subtile, un petit passage qui appartient à un patient, voyez. Et ben j'essaye de partager des brides comme ça chaque jour, de manière à aussi donner
de la force, du courage, des réponses à tous mes followers qui me suivent sur ma page Facebook. Et c'est une véritable richesse parce que quand j'écoute le nombre de retours, quand j'écoute, c'est, j'ai pas envie de dire patient parce que ce sont des followers, mais qui s'identifient, qui ont accordé cette attention particulière à leur santé mentale. Quand je vois leurs retours, qui me disent ah ça, tu me donnes de la force chaque jour, merci pour tes textes, merci pour tes écrits, et ben pour moi c'est un point de gagné. Juste un point, ça me fait du bien. J'ai une dernière petite question pour toi. Après, Marion, on passe à toi. Je vais intervenir rapidement dans ton émission, comme tu m'as interpellé tout à l'heure, excusez-moi, par rapport à si j'avais déjà consulté. J'ai dit non et je veux pas que les gens pensent que par rapport à une fonction dans la vie, genre, tu aurais honte de consulter, que tu sois rappeur ou autre, peu importe. À partir du moment où il y a le besoin de consulter, il faut le faire. Il faut pas se dire non, je peux pas consulter parce qu'on va dire ceci, cela, parce que je fais ceci, cela. Donc, Le con dira-t-on. voilà le candidat. Je voulais juste préciser ça pour que ce soit clair pour tous ceux qui nous regardent. Voilà. Merci. Donc, je disais donc, je te pose une dernière question. Ensuite, je reviens à toi, Marion. Au cours de tes études ou de ton parcours de psychologue, ma question, c'est voilà, selon les origines, D'accord. selon les contextes sociaux, selon l'enfance, est-ce que les profils de psychopathes ou de sociopathes, selon tous les choses culturelles, se ressemblent? Non. Non. Très clairement, non. 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 Je sais pas si j'ai répondu à la question, Ouais. mais Non. non. Ok. Clairement, non. Parce que pour aller un peu plus loin sur le déclencheur, faut savoir que la personnalité antisociale est un trouble de la personnalité. D'accord? Il est classifié dans le groupe A des troubles de la personnalité. Et quand on regarde ce que c'est qu'un trouble de la personnalité, c'est que la personne a des visions de lui, des visions dirigées vers le monde, qui le poussent à avoir des émotions, des réactions, donc des comportements qui sont tellement rigides que ça peut le mettre lui-même en mal-être et ça peut mettre aussi les gens qui l'entourent en mal-être. Et dans les troubles de la personnalité, il y a 10 profils qui sont partagés dans 3 groupes. Il y a le groupe A, le groupe B et le groupe C. Vous voyez? Et en exemple, hein, il y a la personnalité antisociale, il y a la personnalité dépendant affectif, il y a la personnalité trouble de la personnalité évitant. Vous voyez, il y en a plusieurs, ils sont répartis dans différents groupes. Donc vous voyez bien que cette personne-là, elle a une façon de bien arrêter à elle de réfléchir, de voir et d'interagir avec elle-même et d'interagir avec le monde. Vous voyez. Mhm. Donc le déclencheur, il vient de quelque part. On ne naît pas avec un trouble de la personnalité, d'accord? On l'attrape au fur et à mesure de notre cheminement de la vie. Ouais, on le nourrit, je pense. Aussi, on le nourrit, bien sûr. Par rapport à notre environnement, si on est contraint, on va dire, tout le temps être on va dire, si on reste dans sa zone de confort, et une fois qu'on a une personne qui vient troubler notre zone de confort, à partir de là, on va nourrir et essayer de se mettre en sécurité par rapport à une autre défense. Et je pense que ça, c'est instinctif pour le comportement humain. Après, je ne suis pas professionnel, mais par rapport à mes années d'expérience, j'ai pu me constater et voir aussi que des personnes, des fois, par, euh, par peur, hein, par la peur des autres, se renferment sur eux-mêmes en se disant en mettant un socle de sécurité, comme un marin quand il est dans son bateau et qu'il voit les vagues affronter, au lieu de tenir la barre et rentrer la voile pour éviter que son mât se casse, se jette à l'eau. On appelle ça des mécanismes de défense en psychologie. Faut bien s'entourer. Hein. Ouais, donc du coup, par rapport aux personnalités, troubles de la personnalité, oui, il y a l'aspect environnemental. Par exemple, quelqu'un qui a un trouble de la personnalité en Occident va avoir, ou en Afrique, ou en Asie, ou partout ailleurs, ne va pas se manifester de la même façon.
d'accord? Il y a l'éducation, la relation avec les parents, l'abandon d'un des deux parents ou des deux parents, l'éducation rigide, les traumatismes qui peuvent être dans un contexte professionnel ou académique, avec un professeur, tous ces éléments qu'on rencontre dans la vie, même une relation avec un frère, une sœur, tous ces éléments peuvent être des déclencheurs qui vont venir stimuler la naissance du trouble. Après, vous avez encore d'autres déclencheurs qui vont venir, après la naissance du trouble, venir nourrir le trouble et le grossir les traits, vont faire que les traits vont être persistants. Voyez. Et dans cette persistance, vous allez avoir des interlocuteurs qui vont venir stimuler et instaurer les mécanismes de défense qui peuvent s'instaurer, comme le fait de rabaisser l'autre pour justement ne pas être confronté à son propre complexe d'infériorité. Vous voyez, Ouais. on le voit comme ça. La victime, elle va le percevoir comme étant une personne qui le rabaisse, qui l'insulte, mais pourquoi il le fait? Il le fait peut-être parce que lui-même, il n'est pas à l'aise avec lui-même face à vous. Et là, on parle de mécanisme de défense parce que lui, il le fait pour réagir, être dans la surréaction, donc en mouvement, pour éviter d'être confronté à cette situation où il ne veut pas être au contact de sa réalité. Il préfère être dans le déni, donc il va instaurer ce mécanisme de défense. Et il y en a plein des mécanismes de défense. Même le déni est un mécanisme de défense, voyez. Donc oui, la psychologie interculturelle, elle est reconnue, elle interfère énormément sur la santé mentale et oriente la manière dont les pathologies peuvent se manifester. Mhm. Et j'ai une question. Alors, Marian, j'arrive à toi tout Oui. de suite, c'est promis. On parle, bon, j'avais lu des ouvrages, bon, comme je t'avais dit, sur les neurosciences, la neurologie, la psychiatrie, tout ça. Et j'ai pu lire qu'on parle d'une dépression qui s'appelle la dépression à masque. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme. Qu'est-ce que c'est qu'une dépression à masque? Alors, une dépression à masque, je vois de quoi tu parles, mais c'est pas comme ça que ça s'appelle concrètement, d'accord? On va plutôt dire une dépression masquée, ou une dépression cachée, ou une dépression silencieuse, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dépression, elle est là, les symptômes sont là, mais que la personne va porter ce masque et aller gérer son quotidien. Ça veut dire qu'elle va aller au travail avec le sourire, elle va être très bien maquillée, très bien apprêtée, mais au fond d'elle, à l'intérieur de cette victime, non, de cette patiente, il y a l'ouragan à l'intérieur d'elle. Tout est effondré. Et quand elle arrive le soir chez elle, eh ben, c'est là où elle est face elle-même à ses propres émotions, à sa propre souffrance. Bah, la dépression cachée va se manifester. Et c'est pour ça que le Covid a été douloureux pour beaucoup de personnes. Je sais pas si vous avez vu les chiffres pendant le Covid, on a parlé de Covid tout à l'heure. La dépression cachée, masquée, elle était là pour beaucoup de personnes qui le masquaient dans leur contexte professionnel en ayant plein d'objectifs, plein d'enjeux, un rythme de vie effréné, plein de choses à faire, plein de choses à nourrir, à combler. D'ailleurs, il y en a plein qui se sont inventés qu'ils avaient des chiens pour sortir. Oui, ça c'est vrai. Et puis, il y a eu également beaucoup de sites internet qui ont cartonné parce que les gens avaient besoin de se rattacher à quelque chose. Ouais. On parle quand même d'une pandémie qui a été mondiale. Être enfermé, c'est pas facile pour tout le monde, notamment pour les personnes qui sont claustrophobes. Il y a eu des ventes en ligne qui ont explosé. Ah, Moi, la je me première. souviens de cet épisode. Mais le Covid a été vraiment douloureux pour beaucoup parce que bah c'est là où ils ont été chez eux, enfermés, face à eux-mêmes et leurs propres émotions qu'ils n'ont pas traitées depuis longtemps. Et beaucoup de traumatismes ont surgi à ce moment-là, beaucoup d'émotions négatives ont surgi à ce moment-là, beaucoup de masques sont tombés à ce moment-là, même dans le couple. Un couple où chacun travaille à son contexte professionnel, ses propres habitudes, et on se retrouve que le soir, on est tellement pressé d'aller se coucher pour pouvoir être prêt pour le lendemain qu'on se rend même pas compte de qui on a en face de soi-même. Donc du coup, ce Covid est venu mettre en lumière plein d'erreurs que beaucoup de personnes ont fait dans leur vie. Ça a du sens parce que bah du coup ça a poussé beaucoup de personnes à travailler sur eux. Ça a poussé beaucoup de personnes à aller chercher l'attention, le mieux-être ailleurs. Ça a permis à beaucoup de personnes de travailler sur leur santé mentale en pratiquant des activités alternatives, en travaillant sur l'apprentissage de nouvelles langues. Bref, le Covid a fait beaucoup de mal, mais aussi a fait beaucoup de bien. Oui, ça a mis en place le télétravail aussi. Aussi, et la téléconsultation aussi. Oh oui. Marian. C'est moi. Alors, on revient à toi. On revient à ici. Oui. Et on revient à qu'est-ce que tu voulais nous raconter aujourd'hui?
Je sais pas. Pas grand Trop de chose. psychologie, trop de psychiatrie. Ouais, voilà, trop de c'est ça. thérapie, Je suis désolée, je suis pas venue pour vous perturber. La médecine, ça prend de la place, même sur un plateau. Je suis trop désolée, pardonnez-moi. Voilà. Alors, on parlait tout à l'heure de tes projets. Oui. Il y a Et plein de Marion, projets là qui vont arriver, surtout en vidéo et en podcast, moins côté radio. J'ai décidé moi-même cette année d'aller plus m'amuser. Parce qu'en fait, la radio, malheureusement, aujourd'hui, c'est un média qui est hyper contrôlé, où on peut pas dire ce qu'on veut, on peut pas faire ce qu'on veut. Voilà, c'est hyper contrôlé. Et moi, j'ai envie de justement de sortir du cadre et faire ce que j'ai envie. Là, j'ai filmé un vlog en vacances. Il y a aussi un vlog à Caen. Il y a eu une visite des lieux qui ont inspiré en fait le dessin animé Code Lyoko. Va y avoir d'autres surprises aussi qui vont arriver. J'ai d'autres projets en tête. Je peux pas en dire plus maintenant, mais ça va envoyer beaucoup de lourd. Il y a aussi mes podcasts humoristiques, mes podcasts avec des invités. Alors, c'est de la musique, mais pas que. Hein, ça peut être. C'est souvent des artistes quand même qui me contactent pour me dire est-ce que je peux venir dans ton émission, dans ton podcast. Je fais ok, pas de souci. Mais après, je peux aussi aller interviewer comme un éboueur, un professeur, n'importe qui. Vraiment, c'est ouvert à tous. Et il va y avoir des vidéos. Alors, il y a des vidéos qui sont déjà mises en ligne. Il y en a qui vont bientôt être mises en ligne. Et voilà. Et là, j'ai vraiment envie de m'amuser et de sortir un peu justement de ce cadre radio où j'ai été omnubilé pendant des années, et vraiment me faire kiffer. Alors, peut-être que ce sera pas la meilleure source de revenus possible, mais c'est pas grave. Je me dis, bon, je préfère me faire kiffer. Tant pis si je gagne pas énorme, mais au moins je kiffe. Ouais, tu fais ce que Voilà. tu aimes. Voilà, j'ai envie de kiffer ma life. On n'a qu'une life. One life, comme on dit. Donc voilà. À ça. Mhm. Alors, pardon, je reviens au corps médical. Je suis pardon. J'arrive tout de suite. J'ai une petite question pour toi, toujours attachée à la psychanalyse, à la psychiatrie et aux neurosciences. Alors, selon certaines pathologies neurologiques, notamment comme par exemple une sclérose en plaques, ou une maladie de Parkinson, ou une épilepsie, ou une tumeur. Enfin, on va prendre une tumeur. On a la zone temporale, on a la zone frontale, on a la pariétale et il y a une quatrième zone. La question que j'ai à te poser, c'est selon les zones affectées dans le cerveau, des maladies psychologiques ou Dégénératives. psychiatriques se développent. Oui. Est-ce que aujourd'hui, et ma question va être maladroite parce que le cerveau c'est tellement complexe, il y a tellement de choses à prendre en compte, est-ce qu'on arrive à définir, selon les zones atteintes par exemple par une tumeur, pourquoi telle ou telle maladie psychiatrique ou psychologie se développe, notamment par exemple dans la maladie accord de Lewy? Alors là, c'est beaucoup trop médical, à vrai dire. Là, il faudrait plutôt poser ce genre de questions à un neuropsychologue. C'est Neuropsychologue. encore différent de la pratique de la psychologie, parce que là, on parle du cerveau, non pas de ses réactions comportementales, mais de son fonctionnement concrètement. Donc là, c'est plutôt un neuropsychologue qui lui a fait des études, toujours à l'université, mais qui ont été centrées sur le cerveau et les différentes manifestations des différentes zones du cerveau. D'accord. D'accord. Et les pathologies qui peuvent être entreliées vis-à-vis de ça. Et le neuropsychologue, lui, c'est vraiment sa fonction. Et parfois, même dans l'étude de certaines pathologies, notamment le TDAH, certaines dépressions, ou quand il y a des comorbidités, comme ce que tu as évoqué là tout de suite, j'adresse le patient à un neuropsychologue pour qu'il puisse faire l'étude de ce patient-là, avec des tests avérés, avec des résultats avérés. Et là, on n'est plus dans du palpable, on n'est plus dans quelque chose d'à peu près, on est dans du concret. D'accord. Ouais. Donc là, c'est vraiment un neuropsychologue, parfois assisté d'un psychiatre. L'idée, c'est vraiment d'aller dans la compréhension de la pathologie et de ses différentes manifestations. Est-ce que tu réalises en tant que psychologue agréé des tests de QI? Alors, oui, je fais des tests de QI, mais tout dépend pourquoi. D'accord. Je le fais pas à tout va pour qu'une personne puisse nourrir son narcissisme de je suis super ultra intelligent. Non, je le fais dans le cadre de passage de classe.
Chez l'enfant, oui. chez Chez l'enfant. l'enfant, oui. Je le fais dans un cadre où ça manifeste des véritables souffrances pour le patient, c'est-à-dire parce que le HPI, on parle beaucoup sur les réseaux sociaux et les films de tout le côté super pouvoir, gestion ultra, multigestion, capacité de faire plein. Oui, ok. Mais le côté négatif, ça interfère aussi sur l'aspect social, sur le développement du sujet, sur l'aspect physique du sujet, par rapport à sa batterie et la manière dont il consomme sa batterie physique, émotionnelle et sociale. Il y a beaucoup de conséquences qu'on ne perçoit pas dans ces différents profils-là. Et c'est quand ça interfère vraiment sur l'équilibre, donc le bien-être du patient, c'est à partir de là qu'effectivement l'accompagnement va démarrer et en fonction des résultats qu'on obtiendra, il y aura un plan de traitement thérapeutique précis qui sera dressé pour lui. Et aussi, alors, je me permets d'interagir encore avec toi. J'ai une question concernant ces femmes et ces hommes, parce qu'il y en a chez les hommes et il y en a chez les femmes, qui ont affaire à des pervers narcissiques. Comment s'en protéger? Alors, Comment les détecter aussi? Ouais. ouais, C'est- j'allais reformuler la question. Comment s'en Mm. protéger? Avant de vouloir déjà se protéger, je pense qu'il y a plusieurs étapes qui arrivent avant. Et on peut pas se protéger concrètement d'un pervers narcissique parce que quand on le rencontre au premier abord, est-ce qu'il arrive dans notre vie en nous disant, ma chérie, je suis un super beau pervers narcissique. Je vais te détruire, je vais te faire mal, je vais te faire pleurer et tu demanderas après moi à ne plus pouvoir respirer. Est-ce que vous pensez qu'il se présente comme ça? Non. Parce que s'il se présente comme ça, c'est simple. Dans ce cadre-là, comment s'en protéger? Bah, tu t'en protèges en identifiant sa demande, en comprenant sa demande, en écoutant sa demande et en disant stop. C'est simple. Tu supprimes le numéro, tu bloques et tu te protèges. Mais Ghost. voilà, Ouais. on peut même pas parler de ghoster parce que il me propose quelque chose et je le préviens. Ce que tu me proposes ne me convient pas. À partir de là, on n'est plus dans ghoster, vous voyez. Donc dans cette configuration-là, je suis d'accord, on peut s'en protéger. Mais vu qu'il ne présente pas son profil de cette façon et vu qu'il ne rentre pas dans votre vie de cette façon, est-ce que de prime abord, on peut s'en protéger? Non. On est obligé de vivre notre expérience avec ce pervers narcissique, cette personne qui rentre dans notre vie, qui nous fait du bien, parce que c'est comme ça qu'il rentre dans votre vie, en vous faisant beaucoup de bien au début de la relation, en se rendant indispensable, essentiel à votre fonctionnement, en proposant de l'aide, en vous soutenant, en vous accompagnant à reconstruire vos relations sociaux, familiales, à votre confiance en vous, votre relation avec vous-même, avec beaucoup de compliments. Vous voyez, il comble quelque chose en vous, il s'ancre à l'intérieur de vous, vous voyez. Donc comment on fait pour se protéger de ce genre de personnes? C'est compliqué parce que quand il arrive comme étant le sauveur de votre vie. Il arrive comme étant l'amour que vous n'avez jamais eu auparavant. Vous voyez? Donc à partir de là, c'est compliqué de s'en protéger tout de suite. Je pense que après avoir traversé cet épisode, qui est la phase dite lune de miel de la relation, il est important d'avoir cette relation saine et équilibrée avec soi-même, quel que soit l'interlocuteur que vous rencontrez, que ce soit personnel, social, familial, professionnel, entrepreneurial, peu importe. Si quelqu'un arrive dans votre vie et vous fait douter de votre valeur, vous pousse à remettre en question votre estime de vous-même, votre confiance en vous, vous rabaisse, vous manipule, exerce sur vous des violences psychologiques ou physiques, je pense que c'est l'alerte sur laquelle il ne faut jamais laisser passer. On ne laisse pas passer ça. Une fois encore, on peut en parler. Ça peut être une erreur. Écoute, là, la semaine dernière ou hier, on a vécu une situation émotionnellement. J'ai ressenti ça. Qu'est-ce que tu en penses? Si ce dernier nie vos émotions, vous dites que vous êtes folle, que c'est vous qui exagérez, que ceci, que c'est cela, vous savez déjà à peu près qui vous avez en face de vous. En tout cas, vous avez, si c'est pas un pervers narcissique, parce qu'aujourd'hui, ce diagnostic aussi, il est utilisé un peu à tout va. Si c'est pas un pervers narcissique, au pire, c'est quelqu'un de toxique. Au mieux, c'est quelqu'un qui manque d'intelligence émotionnelle. Parce que si moi je suis ton amie Julie et que je te dis que tu m'as heurté en faisant quelque chose, je sais pas, t'es censé comprendre ce que je suis en train de te dire, peut-être expliquer ta vision de la situation et t'excuser et on repart à autre chose. On part sur autre chose. C'est comme ça que ça se passe dans les relations. Mais lui, le pervers narcissique, il voit pas les choses comme ça. Parce que son objectif ultime, c'est d'être au-dessus de vous.
C'est de vous avoir sous emprise, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et de faire de vous ce qu'il veut, notamment sa marionnette. Je peux me permettre de t'interrompre et après on va passer juste après à Bien Marion. sûr. Le sujet, il est très long. Hein. Je pense qu'on devrait faire une émission spéciale pour... Ouais. Je pense, oui. Est-ce que, à force de concurrence, à force de challenge, à force d'économie, est-ce que la société crée des pervers narcissiques? Oui, la société nourrit les pervers narcissiques et surtout l'éducation qu'ils ont reçue, hein, où on éduque l'enfant à être dans le syndrome de l'enfant roi, qu'il a tout. On pousse l'enfant à s'aimer de manière exacerbée. On pose pas de limites. On développe pas dans l'éducation l'intelligence émotionnelle, la compréhension de l'autre, le respect des limites de l'autre. Bien évidemment que cette société aujourd'hui, cet environnement aujourd'hui nourrit la perversion narcissique. Et quand on voit aussi la manière dont la définition de la réussite a changé et évolué, je dis clairement que oui. Parce que rien que les réseaux sociaux, les plus beaux moments de ta journée, faut que tu les exposes. Les plus belles choses que tu t'achètes, faut que tu le montres. Faut que tu montres que tu es la plus belle, que tu es le mieux, le plus beau, le plus fort, tes résultats, tes performances. Oui, le narcissisme, on le nourrit, clairement. J'ai l'impression même que tout est fait pour ça. Et quand une personne n'est pas dedans, bah, au niveau des followers, elle dégringole. C'est bizarre, hein. Ouais, en plus, ça fait éveiller. C'est comme les influenceurs qu'on voit qui nous poussent à appuyer sur le caddie orange là et nous acheter Ouais, Oui, des le choses nouveau TikTok complètement Shop, il y en a débiles, ras-le-bol. tu vois. Oui, cette brosse, elle te brosse Allez, tout, hein. prends. Elle te brosse. Marion, C'est moi. Marion, Toujours moi. pour revenir à toi, enfin, excuse-moi, pardon. Ce sera J'étais 300 euros. en psychologie, pas de souci. Un de ces jours. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ce que Assa vient de dire? Est-ce que sur ta route, tu as déjà croisé professionnellement ou relationnellement parlant dans ta vie privée des pervers narcissiques en tant qu'homme ou en tant que femme? Comment ça en tant qu'homme ou en tant que femme Parce Des que- victimes ou des auteurs femmes Non, de pervers narcissiques. Femmes. Femmes et Oui, hommes. ça existe. Mm, Ouais. Oh bah bien sûr. J'en ai eu le cas. J'ai eu le cas. Oui, il y en a. Oui, j'ai eu le cas, mais voilà. Après, je vais surtout revenir sur le côté réseaux sociaux qui là vraiment impacte vraiment la société d'aujourd'hui. Où là vraiment, je me reconnais. Enfin, je reconnais vraiment sur tout ça aujourd'hui. Où vraiment les gens, bah, comme tu disais, ils montrent pas le côté négatif. Ou quand il le fait, c'est pour manipuler. Oui, Ouais, la manipulation par la culpabilisation, Ouais. la victimisation. j'ai pas vraiment eu ce ressenti, tu vois, sur les stories de certaines personnes qui mettent des trucs négatifs, tu vois. Arriver ça, mince, Marion, tu vois. pour Ouais. revenir, j'ai pas très bien compris ce que tu as dit. Est-ce que tu peux reformuler ce que tu disais C'est-à-dire. tout de suite là? Tu parlais d'achat, j'ai pas compris par rapport aux stories. Oui, les stories Oui. qui mettent des trucs négatifs. Mais quel type de story? Des stories en mode ah bah il m'est arrivé telle galère, il Ouais. m'est arrivé je sais pas moi, il m'est arrivé Ah, tu parles d'arnaque en ligne là? non, Non? non. Non, une situation négative, par exemple, je me suis cassé la gueule ou je me suis fait voler Pour ou créer du follower? non, pas Non, forcément. non. Alors non, justement pas forcément vraiment alors des personnes que je connais, C'est vrai que c'est ça, hein. vrai oui, ça oui, les influenceurs, les vrais influenceurs, oui, mais mes potes qui mettent ça en story, c'est vraiment en mode bon bah voilà, ça m'est arrivé voilà, alors il y en a certains ils disent bon bah j'ai réussi à m'en sortir en faisant ça, d'autres qui disent et là vraiment pour le coup, c'est pour se faire plaindre, ça je le vois, je le sais, et il y en a d'autres qui sont là vraiment pour gagner aussi du followers. Ça oui. Ça existe, il y a tout type de personnes qui existent. Et ça, c'est malheureux qu'il y ait des personnes qui disent, qui font des dramas en fait pour gagner du follower. C'est arrivé sur pas mal d'influenceurs, évidemment. Mais en fait, le problème aujourd'hui de nos téléphones, c'est qu'on est H24 dessus. On est toujours obligé de republier, de publier, de faire des stories, de faire des vidéos, de faire des photos. Il y en a qui arrivent à se déconnecter de ça, et ça, je trouve ça plutôt bien, parce qu'en fait, ça, c'est hyper néfaste. On en a besoin, mais c'est hyper néfaste. Et comme je dis souvent à des amis,
où on est en repas, etc. Mais lâche ton téléphone. On s'en fout. Pose-le. Tu répondras à tes amis virtuels après. Regarde, on est là, profite. Et ça, aujourd'hui, c'est l'inconvénient du téléphone, des smartphones, de la nouvelle technologie. C'est que, on rentre dans une bulle aussi de, pas médiatique, mais informatique. On n'arrive pas à s'en sortir. Et je vois aujourd'hui que c'est que avec des amis plus âgés que j'arrive justement à avoir vraiment un vrai contact humain, tu vois, où les gens de ma génération et des générations qui arrivent derrière moi, plus jeunes, elles sont scotchées dessus. C'est un peu plus compliqué. Même quand on va dans les restaurants, faut que ça publie leur dernier repas. Quand ils dansent avec leur smartphone. Ouais. Moi, j'ai tendance à dire que le smartphone, c'est un outil de travail. En tout cas, me concernant, c'est un outil de travail. Il y en a qui ont confondu l'outil de communication et de divertissement. Ouais. C'est vrai. Ça, c'est un point. Et aussi, il y en a qui ont oublié que cet outil-là qu'on utilise aujourd'hui dans notre quotidien rapproche les gens qui sont loin. Et Éloigne ceux qui sont prêts. c'est malheureux. Ouais, c'est ça. C'est malheureux. Moi, je vois ce monde-là de métaverse. Pour moi, c'est le monde de méta, c'est les données. Comment je le perçois, je le vois à travers mes enfants. Ils sont scotchés et pris à l'intérieur de leur écran, même s'ils jouent, hein, ils vont pas être publiés. Mais quand je les vois, ils font des parties, ils jouent, ils font des montages vidéo de leurs parties en montrant la stratégie qu'il a menée pour battre son frère, à ses potes, à son groupe de followers, hein, que ça soit sur le Snap, ou bien ça soit sur TikTok, ou bien sur, c'est quoi, Facebook. Non, ils ont pas Facebook, mais c'est plus Snap et TikTok pour eux. Et moi, personnellement, moi, comment j'utilise les réseaux sociaux, moins je montre de ma personne, mieux je suis. D'une part, parce que bah voilà, j'estime que les gens, s'ils veulent découvrir ce que je suis, c'est la rencontre. Je trouve que Humain. les rencontres humaines, ce côté connectif, tu vois, faire des connexions comme ça en direct, c'est beaucoup plus appréciable pour moi parce que c'est profiter de l'instant et de partager un moment avec des personnes. Voilà, on s'enrichit de ces connaissances-là, de leur transmettre des informations et aussi développer un nouveau lien. Et c'est ce que j'essaie d'apporter à mes enfants, de se faire déconnecter de ça, mais c'est très difficile avec, c'est générationnel, hein, c'est vraiment très compliqué par rapport à mes enfants. J'ai 3 ados et un pré-ado et un tout petit, et je vois, c'est vraiment Et c'est chaud. super difficile à dire, mais moi, je vais pas dire que j'en veux un peu à l'éducation nationale, mais je pense que tu vas comprendre tout de suite de quoi je parle. Le pronote. Ah ouais, mais Pourquoi, Oh mon pourquoi moi, la 6e de ma fille, je l'ai tellement mal vécu. Déjà, la transition. 2, une nouvelle liberté qu'il faut lui offrir en lâchant un peu. Et 3, le nouveau fonctionnement, changement de classe, etc., etc., etc. Mais en plus de ça, faut qu'elle ait un téléphone ouais, pour Ouais. prendre les devoirs, Pronote, voilà, pour discuter avec les professeurs. Je vais c'est juste un- me permettre, oui, pardon. excusez-moi, d'arrêter le sujet psychologie parce que Mohamed, et on y revient tout de suite après, parce qu'on a des questions à te poser à ça. Moi j'ai 2 questions. Mohamed, tu es réalisateur. Tu écris des moyens et des courts-métrages. J'aimerais aussi que tu nous parles un peu de ça aujourd'hui. Est-ce que là, tu as écrit un court-métrage ou un moyen-métrage récemment et est-ce que tu souhaites nous en parler? Non. À chaque fois, en fait, moi, quand je dois écrire, ou on me propose un scénario, déjà, je reviens sur ce côté cognitif et ce côté émotionnel. Il faut que ça me parle avant pour pouvoir creuser et de m'investir sur un projet. Si ça me parle pas, je préfère, voilà, ne pas, parce que étant donné que je suis un père de famille et les enfants prennent énormément de temps, dès qu'on a des adolescents, si on n'est pas vigilant, ben on les perd, et quand on les perd, on n'arrive pas à les rattraper. Ça, c'est une chose réelle. Quand je fais un projet, avant, même s'il y a un truc qui m'intéresse, j'essaie d'élaborer un planning pour voir si je peux consacrer du temps dessus, parce que je travaille aussi. Je suis réalisateur, mais c'est pas mon premier emploi.
Mon emploi, je travaille pour la fonction territoriale. J'organise tous les jours, c'est 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7 ou 5, enfin, tous les jours de la semaine, des enlèvements spécifiques de tous les dépôts sauvages sur l'ensemble du territoire où j'ai la compétence dessus. Mhm. Et c'est une équipe comment dire, qu'il faut manager, qu'il faut ménager et qu'il faut leur transmettre aussi également l'envie de Je pense qu'il y a des répondre. procédures aussi dans ça, Oui, non? oui, oui, il y a beaucoup de Hmm. procédures, il y a des protocoles, il y a de la sécurité, mais c'est surtout pour éviter que au quotidien, les riverains, nos usagers, enfin les personnes lambda, enfin, tout le monde, hein, tous nos autres, ne soient pas confrontés à cette pollution, voilà, qui peut. C'est pour ça que si je dois faire un projet, il faut vraiment, je consacre du temps parce qu'une fois que je plonge, parce que je suis quelqu'un qui est passionné avant tout, c'est-à-dire quand je me plonge sur un scénario que je dois étudier par rapport à un personnage, je me mets à la place de ce personnage. Mhm. C'est-à-dire qu'il faut que je me coupe de tout, c'est-à-dire tout mon environnement familial, tout ça. Quand je me consacre sur, j'essaie D'être pleinement là. d'absorber, voilà, d'être Mhm. absorbé au plus près de ce que je veux donner, de ce que je veux faire montrer aux autres. Pourquoi? Parce que si je n'arrive pas à me plonger et à faire comprendre mon point de vue et ma vision, c'est Mhm. comme si je me trahissais. Voilà, tout D'accord. simplement. Ouais, tu es fidèle à tes Voilà, valeurs au voilà, final, tout à c'est fait. important. Ah ça, j'ai une question pour toi en tant que psychologue, hein, parce que je sais qu'un psychologue, ça touche plusieurs aspects. Est-ce que tu reçois des patients pour parler côté sexe? Oui, et d'ailleurs, l'OMS nous dit que la santé sexuelle peut favoriser la santé mentale. Un petit doigt. J'espère que j'ai été claire et concise. Donc oui, je fais aussi de la sexothérapie pour accompagner sur la gestion des troubles liés à la sexualité. Et est-ce que lors de Pourquoi ça vous ces... fait rire, monsieur? Non, parce que ça fait du bien de rire. Oui, C'est important le Ça rire. favorise la santé mentale, hein, c'est une ça? bonne maladie. voilà. Oh, c'est grave. Voilà, c'est communicatif. J'ai une petite question. Je vous crois. Est-ce que, en tant que psychologue, c'est une question qui est un peu drôle. Est-ce que tu as déjà eu un patiente ou une patiente ou un patient, pardon, qui est nymphomane? Ah oui, Oui, oui. ouais. Mm. Comment ça se gère ce type de patient? Euh, Enfin, comment la, c'est pris en charge? la nymphomanie peut être une véritable souffrance pour la victime, hein, d'accord? Mm. Et j'ai souvent tendance à accompagner ces patients-là en les accompagnant à identifier la distinction, la différence qui fait la distinction entre la sexualité et l'affection. Mm. Et nombreux sont ceux qui font l'erreur et l'amalgame entre ces deux points. Mhm. Voyez. Quand un enfant grandit avec une véritable carence affective, avec un sentiment d'abandon, et qu'il a réussi à exister auprès de tierces personnes en offrant cette partie de soi, ça peut laisser des séquelles. Et ça peut aussi normaliser une définition de la sexualité, ou de l'acte sexuel, ou des habitudes sexuelles. Et une autre petite question, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des patientes qui sont devenues nymphomanes dû à un viol? Oui. Pourquoi? Parce que quand on a un traumatisme sexuel, il n'y a pas réellement de règles dites qui laisseraient en tout cas percevoir la réaction du sujet. Chaque personne réagit selon lui par rapport à la manière dont il a subi le traumatisme, par rapport à sa personnalité, sa sensibilité, son niveau de conscience. Bref, il y a beaucoup d'éléments qui interfèrent à ce moment-là. Mais en général, dans les réactions, soit elles sont positives, soit elles sont négatives. Et vous comprenez par là le positif et le négatif. Quand je dis positif, ça veut pas dire qu'il le vit bien. C'est-à-dire qu'il va être en mouvement dans une consommation sexuelle qui va vers le plus, d'accord, et vers le moins. Crescendo, quoi. Voilà, dans la montée. Et là, on parle d'hypersexualisation, autre, jusqu'à la nymphomanie, d'accord. Et dite négative va être plutôt le rejet de la sexualité ou la crainte du sexe opposé, parce qu'il n'y a pas que des femmes qui se sont violées, hein, d'accord. Et dite négative, du coup, ça peut aller jusqu'à la sexualité
qui peut être bien vécu pour le patient en question, mais qui peut être un véritable problème quand le couple s'installe. Quand je dis quand le couple s'installe, c'est-à-dire quand il y a une autre personne qui a des besoins, des envies qui paraissent légitimes et qui fait des demandes hein, et qui s'avère être du coup rejetée. Cette personne même, la victime peut mal vivre le fait de devoir rejeter son partenaire. Vous voyez, la culpabilité, elle peut aller jusqu'à là. Et est-ce que tu as déjà eu, pardon, excuse-moi, des patients qui étaient asexués? Ouais, asexués et qui ne savaient pas ce que c'était, qui n'acceptaient pas leur posture d'asexualité et qui avaient un conjoint qui était dans la demande. Donc il y a beaucoup de choses à reconstruire dans ce contexte-là, dans cette prise en charge-là. Alors là, comment ça se passe dans ce type de cas, hein, parce que des fois, il y a des aides sexuelles lors de pathologies. Est-ce que dans ce style de situation où il n'y a pas de pathologie physiologique à proprement parler, il y a une aide sexuelle qui Ça peut être possible, bien sûr. Et même quand on ne voit pas le déclencheur, il peut être psychologique. Donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, suite à un traumatisme sexuel. Donc, la prise en charge, elle va se faire par déjà comprendre l'individu, ses besoins, la manière dont il vit ces besoins-là, l'environnement, donc le conjoint ou dans cet environnement, la manière dont il demande, à quelle fréquence, etc. Le traumatisme, quel est le traumatisme, d'où vient le trauma, comment cette personne a été prise en charge après ce traumatisme, comment elle a vécu sa sexualité du traumatisme jusqu'au jour de la rencontre avec moi. Donc tous ces éléments-là vont aussi me permettre d'identifier au mieux ce qui se passe. Voyez. Et à la prise en charge, du coup, informer le patient déjà, informer le conjoint, c'est super important quand il y a un véritable couple, hein, quand il y a on parle de relations stables et concrètes, c'est parfois judicieux d'inclure la troisième personne dans la thérapie et de lui expliquer avec des mots, avec une posture professionnelle, lui expliquer la situation, ce qui se passe et comment l'autre vit la situation. Et tenant compte de tout ça, les accompagner à une nouvelle sexualité, une sexualité plus saine pour le couple. D'accord ? Alors, bon, je vois qu'on me presse, hein, on a pris beaucoup de temps pour cette émission parce que ça touchait de l'ordre médical et c'est un sujet très varié et très intéressant et enrichissant pour les spectateurs. Alors, est-ce que Marion, tu veux nous laisser tes réseaux sociaux? Eh ben, retrouvez-moi sur Instagram principalement, @mg-onair, donc un M comme Marion, un G comme Gérard, et point onair. Et sinon sur YouTube, Marian Online. Mohamed, on attend ton petit réseau social si tu veux nous le laisser. Voilà, moi c'est Mohamed Wada sur, Regarde la caméra. sur Instagram et l'inimitable c'est le Mexicain sur TikTok. Et, voilà, c'est sur TikTok, je pose un peu de trucs d'actualité, ce qui m'affecte sur le monde, mais des fois je mets des petits côtés humoristiques, mais voilà. Voilà. Assa, est-ce que tu es sur Doctolib? Alors non, je suis pas sur Doctolib, je suis sur mon site internet à moi-même directement qui porte mon nom et mon prénom, donc Djelou, D-J-E-L-O-U. Le prénom Assa, A-2-S-A, et c'est d'ailleurs le même nom qui se retrouve sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook. J'essaye d'uniformiser tout ça et voilà, ils portent tous le nom de Djelou Assa. En tout cas, je vous remercie à tous d'être venus. Merci à toi pour l'invitation. Merci à Mohamed de nous avoir raconté son parcours. Merci à Marian de s'être déplacée et nous avoir expliqué ses fonctions. Merci à Assa pour toute l'analyse de psychothérapie comportementale et autres. C'était Julie sur Artop TV. À la semaine prochaine.